que tu dors? Pas du tout. Non. Et je pense que c'est peut-être la clé de la réussite. Bonjour mes chers leaders et bienvenue chez Sultan. Ici, on va parler d'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de productivité. Et j'ai un super invité pour vous, donc c'est Cédric Duval. Bonjour. Bonjour Sultan. Ça va? Tu es bien arrivé? Très bien, merci. Laisse-moi de te présenter avec quelques informations que je connais. Donc Cédric Duval est un père de 2 enfants. Tout à fait. Voilà. Tu es toujours travaillé en double emploi. C'est ça. D'après que je connais. Voilà, tu es passionné par de recherche des métaux précieux avec un appareil, qu'est-ce qu'on appelle le détecteur de métaux. Hein. Et puis, tu es dans l'immobilier depuis 2022. C'est ça. Voilà. Dis-moi, présente-moi un petit peu ton activité et ta vie en général. Comme tu as dit, je suis père de 2 enfants aujourd'hui, donc un plus petit de 3 ans et un premier de 16 ans. Donc l'immobilier, effectivement, j'y suis depuis 2 ans aujourd'hui et en double activité depuis 20 ans. Donc j'ai toujours été en double activité, ça fait partie de ma personnalité, j'ai toujours eu ce besoin de pas dire travailler plus, mais d'être occupé. Voilà. Je peux pas rester un dimanche après-midi sur le canapé, personnellement, ça ne fait pas partie de mes priorités. D'accord. Et donc, pour t'occuper, d'ailleurs, tu as commencé à travailler en double emploi juste pour t'occuper, pour ne pas avoir le temps libre à... Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, j'ai été papa très jeune. Ouais. Donc, il est vrai que j'ai pris un peu cette peur de ne pas pouvoir assurer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je voulais une sécurité financière. Donc, je me suis mis dans une double activité. Et en fait, après, ça a été le roulement. Et c'était un cycle de vie, une organisation de vie et surtout un rythme que j'ai appris avec le temps. Ouais. Et après, je suis resté dans ce rythme-là et ce qui m'a permis de me forger un caractère et une attitude où j'ai besoin d'activité, j'ai besoin de bouger, j'ai toujours ce besoin de faire quelque chose. Je peux pas rester à la maison à rien faire, c'est impossible. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire, un seul avantage d'être en double emploi pour toi, le plus grand avantage? Pour moi, c'est d'occuper mon temps, d'occuper l'espace dans le temps, se diversifier sur 2 activités, parce que on est comme tout le monde aujourd'hui. J'ai toujours eu 2 activités, donc une activité principale par obligation. Hein, on est quand même 80% aujourd'hui de personnes qui vont travailler par obligation. Ouais. Et à côté, la deuxième activité, toujours un plaisir. Et l'inconvénient de travailler en double emploi? L'organisation. L'organisation. Voilà. Trouver un juste équilibre entre la vie privée, la vie de famille, le travail, trouver cette organisation-là et pas partir dans l'excès. Je sais que ton chemin, en fait, pour arriver jusqu'à aujourd'hui et ton état d'aujourd'hui était pas facile. Hein. Tu as fait aussi, je pense, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'obstacles tu as dépassé. Mais aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a en double emploi, qui a 2 enfants, qui commençait en pleine crise immobilière en 2022. Et tu arrives quand même d'être un des meilleurs vendeurs dans Hauts-de-France. Je me demande, alors tu as très bien réussi en fait ton organisation. Comment tu t'organises? Alors effectivement, j'ai pas la prétention d'être le meilleur. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont bien réussi. Effectivement, je dirais que peut-être l'avantage d'avoir démarré pendant la crise, c'est-à-dire qu'on met directement les pieds dedans. Moi, j'ai connu, en fait, pour moi, c'était pas forcément une crise, puisque je suis arrivé dans un milieu qui était déjà comme ça, donc on a dû s'adapter, j'ai dû construire et adapter ma façon de faire et découvrir l'immobilier, hein, parce que je viens pas du tout du secteur immobilier. Je suis passionné d'immobilier depuis plusieurs années, mais voilà, entre être passionné de quelque chose et le pratiquer, c'est totalement différent. Ouais. Donc, il est vrai que je me suis adapté par rapport au marché actuel, hein, donc par rapport à la clientèle actuelle. Après, effectivement, j'ai fait une année exceptionnelle. Pourquoi j'ai toujours cette petite attitude de toujours me dévaloriser et toujours laisser, je vais peut-être laisser une petite part de chance, ce qui permet de pas se reposer sur ses acquis surtout. Ouais. Donc pour moi, je me suis dit que c'est peut-être un peu le facteur chance, le fait de me dire que peut-être que tu as entrepris des choses, tu as été au bout de tes choses. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'ai toujours besoin de maîtriser mon sujet avant de me lancer. Donc il est vrai que j'ai pris beaucoup d'informations sur le marché actuel, sur l'état des ventes, l'état des achats, l'état des prix de l'immobilier, comment sont les clients aujourd'hui. Donc je me suis beaucoup renseigné.
Et après, comme tout le monde, hein, j'ai foncé tête baissée. Hein. Donc j'ai pris des gamelles au début, hein, on va pas se mentir. Hein. Le tout premier rendez-vous dans l'immobilier, c'était un fiasco. Hein. Ça a été quelque chose. Hein. C'est un bon souvenir aujourd'hui, mais voilà, j'ai pris quelques gamelles au début. Ce qui est important, c'est de se dire que les gamelles sont faites pour nous faire grandir. C'est un métier qui est quand même assez compliqué et on va pas voir que des moments de gloire. Donc il faut se dire qu'on aura toujours des moments qui vont être plus difficiles que d'autres, des baisses d'activité, des baisses de morale, des coups durs, hein, ça arrive aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être fort. Qu'il faut se dire que justement, comme on dit, hein, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Et justement, les points négatifs, les gamelles qu'on va prendre, c'est d'en tirer le meilleur de nous-mêmes, se dire ok, j'ai eu ça, ok, pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça m'arrive plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de ma faute, entre guillemets? Est-ce que j'aurais rien pu faire de plus? Et justement, c'est travailler sur ces points négatifs qu'on a eus pour justement évoluer et continuer d'évoluer. J'aimerais souligner 3 choses dans ton discours parce que dans ton réponse, tu as souligné 3 choses. Tout d'abord, tu as dit que je ne voyais pas ça comme une crise parce que tu es arrivé, le marché était comme ça, tu t'es adapté. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, Cédric, il avait une croyance comme quoi c'est pas une crise. Et donc, il s'est lancé dans un marché normal et il s'est dit non, il n'y a pas de crise en fait. Il ne voyait pas ça comme un problème. Déjà, psychologiquement, c'est différent. Hein. Deuxièmement, tu as dit, je me suis beaucoup formé en fait. Ça, j'aimerais aussi souligner que l'importance de se former et d'arriver en fait à maîtriser son sujet petit à petit. Donc, c'est très important. Et la troisième chose, tu as très bien dit, c'est en fait la résistance aux échecs. Parce que forcément, tu as fait des gamelles, hein, tu as pris des gamelles. Bien sûr. Voilà. Comme tout le monde, je pense. Comme tout le monde. Et puis, le fait que tu as répété, analysé, planifié, refait. Donc, tu vois, il y a toujours une petite amélioration qui se met en place. Et tu es arrivé en fait à comprendre et vendre plus qu'un moyen. Quoi. Ce qui est important, c'est pas de la manière dont on tombe, c'est de la manière où on se relève. Aujourd'hui, on est tombé, c'est pas grave en soi. Quand on apprend à un enfant à marcher, il tombe, on le rassure, c'est pas grave, on y va. C'est comment on fait pour le relever, comment on fait pour le rassurer, comment on fait pour qu'il ait envie de continuer. Dans l'immobilier, c'est exactement pareil, comme plusieurs domaines, hein, pas que l'immobilier. Mais après, effectivement, je suis arrivé dans une crise entre guillemets. Qui pour moi effectivement n'était pas une crise parce que on était sur des marchés qui étaient anormaux. Aujourd'hui, on avait des taux qui n'étaient pas normaux. Là, on est revenu sur un marché qui est devenu plus cohérent avec ce qu'on a connu sur les années précédentes. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, je pense que si on rentre dedans, là, ça va continuer, ça va durer notre vidéo des heures et des heures. Mais j'aimerais quand même revenir sur ton choix de métier. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu es dans l'immobilier. Donc, comment tu as choisi l'immobilier? Pourquoi tu as choisi l'immobilier? Alors, je vais avoir 2 grosses passions. Donc, ma passion, donc, je vais avoir l'immobilier, effectivement, donc quelque chose qui m'attire depuis des années. Et la deuxième passion est vraiment le bricolage. Donc, dans un premier temps, je voulais chercher une situation, comment lier les deux. Le bricolage, l'immobilier, rester dans la partie technique. Et donc, du coup, de base, je devais être diagnostiqueur immobilier. Donc, c'était ma première orientation. Donc, j'ai monté un business plan, j'ai fait une étude. Et étant en double activité, malheureusement, mon entreprise n'a pas voulu me laisser partir en formation. Donc, ça a été un des coups durs. Hein. Je ne vais pas parler d'échec, entre guillemets. Ça a été compliqué. Et justement, on en revient toujours pareil. Comment se relever de ça? J'ai été préparé psychologiquement à avoir une nouvelle double activité. Donc, je me suis dit, je ne vais pas attendre que l'entreprise dise « Ok, on te laisse partir dans 1 an, dans 2 ans en formation ». Pour moi, c'était tout de suite maintenant, j'étais prêt. Et du coup, j'ai rencontré ma marraine, qui est une amie de ma conjointe aujourd'hui, et qui m'a expliqué un peu, qu'elle faisait de l'immobilier, le réseau y allait, m'a expliqué un peu tout. Et elle m'a dit, non, mais moi, je te vois dans l'immobilier. Elle me dit, écoute, t'as rien à perdre. Viens, essaye, regarde ce que ça donne. Et si ça te plaît pas, tu t'arrêtes. Mais elle me dit, moi, personnellement, du peu que je te connais, je pense que ça peut le faire. Et donc, du coup, j'ai dit, j'ai toujours pareil, un côté beaucoup réfléchi, beaucoup se renseigner avant de se lancer. Donc, j'ai pris 15 jours, 3 semaines où elle me tannait tous les jours. Alors tu viens, viens, fais partie de l'aventure, on y va. Et donc, j'ai réfléchi et j'ai fini par accepter de rentrer dans l'aventure IAD et aujourd'hui que je ne regrette pas du tout.
D'accord. Et pourquoi alors tu as choisi IAD? Parce que tu as quand même te renseigné, tu as passé, il t'a présenté quelque chose. Quels sont les points qui sont retirés de ton attention? Alors, comme je te disais, je suis toujours quelqu'un qui réfléchit, qui est méfiant. Donc même si je la connais, même si elle m'a vanté les mérites d'IAD, je me suis dit, ça reste une commerciale. Donc je vais aller réfléchir par moi-même, je vais aller fouiller, je vais aller regarder tout ce qui va se trouver. Donc effectivement, donc j'ai regardé un peu sur Internet, tout ce qu'on pouvait trouver sur les réseaux, les réseaux immobiliers, les avantages, les inconvénients. Et j'ai été retenu par 2 réseaux immobiliers, donc IAD et un autre. Et donc du coup, j'ai fait un peu le pour le contre des deux. Et je dirais qu'ils étaient un peu similaires, donc des avantages, des inconvénients dans les deux. Et après, j'ai regardé des points les plus importants aujourd'hui. Donc j'ai regardé la notoriété, qui aujourd'hui est très important, qui est très fort chez IAD, qui l'était moins sur l'autre. Après, j'ai regardé, je me suis dit, moi, qui est quelqu'un de très posé, qui a besoin d'avoir des informations, qui a besoin de connaître, maîtriser son sujet avant d'y aller, j'ai regardé le parcours de formation. Et là, j'ai vu que, ouais, effectivement, chez IAD, on apporte un parcours de formation qui est vraiment top et qui est vraiment très profond. Donc, quelqu'un qui connaît déjà l'immobilier, qui arrive d'un secteur immobilier, il va avoir des approfondissements, il peut approfondir ses connaissances, des nouveaux petits sujets. Et quelqu'un qui démarre, comme moi, hein, qui était le cas, qui connaissait vraiment rien du tout à l'immobilier, mais en fait, du début jusqu'à la fin, on a vraiment un parcours donc, dans l'université en ligne. Donc, on a l'université en ligne plus toutes les formations en présentiel sur les différents pôles. Et c'est pareil, on n'est pas limité au pôle. Demain, je vais en vacances dans le sud. Si je veux faire une formation intéressante dans le sud, je prends une journée, je vais faire une formation sur un pôle du sud. Et c'est vraiment toute cette partie-là. Donc, la partie formation, la partie notoriété, la partie outils qu'on a et qu'on retrouve chez IAD. La partie rémunération, qui aujourd'hui est important, qui est un critère de choix aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de réseaux qui arrivent avec des rémunérations différentes, mais qui ne fait pas tout. Il faut regarder vraiment tout dans son ensemble, dans la globalité. Donc, la partie rémunération, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que IAD, c'est quand même une société de MLM, un marketing de réseau. Donc, il faut regarder tout ce qui va arriver derrière, la récurrence, monter son équipe. On a quand même la possibilité de monter une équipe qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Si on a l'esprit d'entrepreneuriat, on a vraiment beaucoup de choses chez IAD qui m'ont permis justement de trancher et du coup d'aller vers IAD. Tu as commencé ton parcours en 2022 pendant la crise, même si tu ne le voyais pas comme ça. Mars 2022. C'est top. Dis-moi, tes premiers pas, comment tu as réussi en fait d'avoir tes premiers mandats, quel genre de prospection que tu as utilisé pour avoir suffisamment de business et pour avoir cette fameuse production plus qui est de l'ordre de 87,7% de ta commission au lieu de 69. Donc tu as carrément pété en fait le plafond pour récupérer ce pourcentage-là. Donc dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait, comment tu es arrivé, quelle était ton stratégie pour arriver jusqu'à cette performance? Alors, étonnamment, j'ai pas forcément de stratégie bien carrée, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui va avoir les deux opposés. Donc, autant sur certaines choses, je vais être très carré, très fermé. Il va falloir que je sois vraiment dans étape par étape. Et à côté, je vais dire, ça va être un peu le fouillis-fouillon, quoi. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais. On y va. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, j'ai écouté, toujours pareil. J'ai écouté ma marraine qui m'a présenté l'équipe. Donc, des réunions d'équipe où ils m'ont expliqué un peu ce qu'ils faisaient. Et dans ce métier-là, vu que c'est un métier dur, il faut pas lésiner. Il faut faire tout ce qu'on a possibilité de faire. Donc, ça a été du démarchage téléphonique, ça a été de la piche, ça a été du boitage. Donc, aller rencontrer les gens, se faire connaître, aller dans les rues. Mon portefeuille client, qui aujourd'hui est quand même important, étant donné que ça fait quand même 20 ans que je suis en double activité, j'ai un portefeuille client qui était quand même assez conséquent, qu'il ne faut pas oublier. Donc, donc la première année, je me suis vraiment basé sur ça, de dire on néglige rien, on fait tout ce qu'on peut faire. Et au bout d'un an, effectivement, j'ai utilisé ce qu'on appelle la loi de Pareto, donc, ou le 80-20, et j'ai été regarder aujourd'hui mon business, mes ventes, mes mandats que je rentre, grâce à quoi j'ai rentré ça. Et je me suis aperçu que plus de 80% de mes mandats rentrés venaient de mon portefeuille client, de ce que nous on appelle chez nous la liste chaude. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, je prends un peu moins de temps pour les activités, pour les tracts qui me rapportent moins de business. Et je me projette plus et je m'oriente plus sur vraiment aujourd'hui ce qui est vraiment mon critère de choix,
et ce qui m'a apporté le business, c'est-à-dire ma liste chaude. Donc après, sinon, les premiers mandats, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai été regarder, c'est toujours pareil, vu que je suis sur un secteur bien défini, c'est d'aller faire des tours en voiture, ou même quand on va même sur un rendez-vous personnel, toujours avoir les yeux à droite à gauche, reconnaître les maisons. Donc comme ça, c'est vrai que demain, quand on les voit en vente sur Internet ou en publicité, on se dit, ah tiens, celle-là, je sais où elle est. Donc c'est beaucoup plus facile, on rencontre, on sonne, on rencontre le client, on se présente, voilà, toujours pareil. Et puis on lui propose nos services et voir s'il accepte. Qu'est-ce qui fait que les clients, ils te choisissent et pas quelqu'un d'autre? Je pense que c'est toujours pareil, ça va être une histoire de feeling, hein, une feeling de confiance. Et après, c'est toujours la qualité des prestations qu'on va apporter à nos clients. Je sais que moi aujourd'hui, je m'intéresse plus à la vie de mon client avant de s'intéresser à son bien. Donc je parle beaucoup, je suis quelqu'un qui parle beaucoup déjà naturellement. Je suis quelqu'un de très empathique. Donc du coup, il est vrai que je vais rentrer très facilement dans la vie du personnage, dans la vie de mes clients, dans leurs problématiques, et de leur apporter des solutions, d'être à l'écoute. Pour donner un exemple, je sais que je suis arrivé une fois dans un rendez-vous clientèle pour prendre un mandat, et on a tellement parlé avec la cliente que je suis parti, on n'a pas pris de mandat. Voilà, donc on a tellement parlé de tout et de rien, je me suis vraiment intéressé à la vie de mes deux clients, de leur situation qui était compliquée. Et c'est pareil aujourd'hui, comme je disais, c'est vraiment la qualité de service qu'on va apporter, qui est quand même reconnue, ce qui fait plaisir pour moi dans mes avis clients. Ouais. Aujourd'hui, on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire la disponibilité, la réactivité, d'être toujours disponible pour les clients. Et je prends toujours l'exemple du petit garage. Avant, on allait acheter une voiture, on donnait notre chèque, on partait avec la voiture. Aujourd'hui, le garagiste, il va nous proposer beaucoup de choses. C'est-à-dire, il va nous proposer la carte grise, laver le véhicule, une assurance. Il va nous proposer plein de petits services à côté de la vente. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que pour mes clients, je vais prendre des rendez-vous. Je vais moi-même prendre les rendez-vous pour faire des diagnostics. Je vais moi-même être présent des fois pour faire des diagnostics et pas embêter mon client. Je ne vais pas m'arrêter à mon simple, dans ma sphère, juste de conseiller un immobilier, c'est-à-dire rentrer une maison et la vendre. Donc voilà, je vais proposer plein de petits services à côté, d'être accompagné. Des fois, ça m'a déjà arrivé d'être présent pour faire des devis. Voilà, je vais vraiment pas m'arrêter à mon simple travail de conseiller immobilier. Donc je pense que c'est vraiment toutes ces petites choses-là. Donc vraiment écouter son client avant de s'intéresser à sa maison, s'intéresser à lui. Et voilà, écouter son client, être disponible, lui apporter d'autres services. Et je pense que c'est peut-être la clé de la réussite. Mais comment c'est possible d'avoir 2 enfants, un deuxième emploi, et en plus faire un chiffre d'affaires supérieur de 70 000 euros? Dis-moi, comment tu t'organises en fait? Les journées, parce que tu as 24 heures comme nous, comment tu fais? Tu dors pas? Tu manges pas? Quelles sont les heures où tu récupères en fait pour être plus efficace? Donc effectivement, je suis pas un Superman, hein, je suis comme vous, j'ai 24 heures. Alors, je pense que comme je disais tout au début, on va apprendre de ses erreurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis devenu jeune papa, donc c'est vrai que j'ai foncé tête baissée dans le travail. Et aujourd'hui, j'ai loupé, on va dire, beaucoup de choses avec mon premier enfant, au moins sur les 8-10 premières années. Donc c'est vrai que j'étais très peu présent, j'avais la tête dans le mur, je voulais vraiment foncer travail, et je voulais leur apporter tout ce qu'ils avaient besoin au niveau financier, matériel. Chose que j'ai réussi à faire, mais à côté de ça, effectivement, j'ai loupé plein de choses qui aujourd'hui est important, donc la famille, hein, qui est un critère primordial aujourd'hui. Donc du coup, en apprenant de ces erreurs, je travaille différemment aujourd'hui. Donc j'essaye principalement de me caler sur l'agenda de ma conjointe. Donc étant en double activité, c'est pareil, je suis en double activité, mais en équipe. Donc quand je travaille le matin, j'ai mes après-midi de libre. Inversement, l'après-midi, j'ai les matins de libre. Et quand je suis de nuit, j'ai les après-midi de libre. Ouais. Donc j'essaye de focaliser et tout centraliser sur des horaires où ma conjointe et les enfants ne sont pas présents. Donc après, comme tout le monde, je vais arriver de temps en temps à avoir des rendez-vous le soir, hein, ce qui est logique, hein, ouais. Parce qu'on est que la priorité, c'est quand même d'être présent pour son client. Je pense que c'est quelque chose d'important, où on peut justement en discuter après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour nos clients aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'ai appris de toutes ces erreurs-là. Donc ma journée de 24 heures, écoute, je vais avoir des petites choses aujourd'hui qui vont être très importantes pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, systématiquement, 7 heures, c'est moi qui prépare le biberon avec mon enfant. C'est vraiment le démarrage de ma journée. Ouais. Donc, c'est systématiquement qu'il va faire son premier biberon du matin, le petit déjeuner.
Après, bah, juste voilà, les petites organisations familiales. Dès que ma conjointe part au travail, ma journée commence. Donc là, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Donc, soit si j'ai de la prospection, des rendez-vous clients, des mandats, voilà, des visites. Je vais faire ma journée. Les 3/4 du temps, c'est peut-être pas forcément bien, mais je mange très peu le midi. C'est un rythme que j'ai pris, donc il est vrai que bah, je gagne ce temps du midi, qui n'est pas négligeable. 1 heure et demie. Voilà, c'est ça. Donc c'est pareil, un laps de temps où je récupère pour travailler. Ah ouais. Je continue mes visites l'après-midi, et en fonction de ces horaires de travail, j'essaie d'être présent vers 17h, 18h, suivant l'heure où elle termine, où elle revient avec les enfants. Donc toujours pareil, pour être présent à la maison. Après, comme j'ai dit, voilà, il arrive que de temps en temps, j'ai aussi des rendez-vous à 18h, 19h, mais j'essaye que ce soit pas non plus tout le temps, que ce soit voilà, de temps en temps. Donc ça passe très bien, hein, parce que bah, quand je suis de l'après-midi, forcément, je rentre, il est 21h40. Donc elle est toute seule à la maison. Donc c'est pareil pour les enfants, ils sont habitués aussi à des fois pas me voir le soir. Donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'être présent au maximum à la maison. Et le compte de l'immobilier, c'est un peu contradictoire, mais j'essaye de très peu travailler le samedi. Alors qu'on sait que le samedi est la journée noire, hein, dans l'immobilier. Et j'essaye d'être présent le samedi, ou de me caler vraiment une visite sur l'heure de la sieste, pour vraiment dire voilà, je perds pas mon temps, et j'essaie de passer un maximum de temps à la maison. Bah, après c'est toujours pareil, il y a des cas exceptionnels où le samedi je vais avoir plusieurs visites parce qu'on n'a pas le choix, et donc du coup c'est comme ça, mais j'essaie dans un maximum de temps. Est-ce que tu dors à midi? Est-ce que tu dors à midi? À midi? Tu fais une sieste? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais réussi à faire de sieste. J'ai essayé en étant en équipe, hein. C'est vrai, quand on se lève à 3h30 du matin, donc à 13h, j'enchaîne tout de suite, hein, 13h30, 14h les rendez-vous. Je me suis dit, même dans les activités précédentes, est-ce qu'on peut essayer de faire une sieste? Bah déjà c'est compliqué parce que tu peux nous dire un outil de planification, parce que tout à l'heure tu as dit que voilà, je ne sais pas si vous avez un planning ensemble avec ton conjoint, avec ta femme, mais en tout cas, j'ai compris que son rôle elle est très important dans ton activité. Et peux-tu me dire voilà, comment vous faites pour s'organiser, pour savoir que toi tu as un rendez-vous à 14h, il faut qu'elle soit à la maison, il ne faut pas qu'elle prenne en même temps un autre rendez-vous, etc. Voilà. Comment ça se passe en termes d'organisation? Parce que ça peut générer des conflits et d'aller très très loin, hein. On sait très bien qu'il y a un gros pourcentage de la famille qui sont entrepreneurs. Parfois ils se divorcent juste parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, quoi. Alors du coup, on a un planning commun. Donc on a une application sur le téléphone, donc une application familiale, qui est vraiment très bien, hein, parce qu'on peut faire plein de choses en dessus. Donc il y a le calendrier, les tâches, même la liste de courses, hein, pour dire, donc en direct. Et donc du coup, dès que j'ai un rendez-vous, dès qu'elle a quelque chose, bah, systématiquement il y a un code couleur. Donc chaque personne de la famille a sa couleur. Donc nous on utilise les 3 couleurs, hein. Pour moi c'est le violet, pour elle c'est le bleu, et quand c'est un rendez-vous commun c'est le jaune. Donc ça fait des petits points avec des couleurs, et dès qu'on a quelque chose, bah, si là je rentre par exemple un rendez-vous tout de suite, elle reçoit la notification en immédiat. Donc ce qui nous permet, voilà, d'éviter d'avoir des superpositions de rendez-vous. Il y a toujours des petits loupés, hein. Il arrive, je sais que là très récemment elle m'a appelé, elle me dit écoute, tu peux pas, t'as pris un rendez-vous, tu peux pas, il y avait ça de planifier, ok, bon bah, quand c'est comme ça, elle me prévient tout de suite, on essaye toujours de rectifier le tir, mais au moins voilà, on a vraiment un planning commun pour éviter justement ce doublon de rendez-vous et pouvoir s'organiser. D'accord. Et l'outil, c'est l'agenda? C'est une application sur le téléphone, ouais, Family Link. Donc en fait, où ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une multitude de choses, hein, sur cette application-là. Nous on l'utilise vraiment pour le calendrier. Mais quand on a des enfants, c'est pareil, on peut ajouter plusieurs personnes sur cette application. On peut avoir les emplois du temps des enfants, on peut faire des listes de courses. Il y a vraiment beaucoup de choses sur cette application, qui est vraiment une application familiale au sein du foyer. Dans l'immobilier, tu as certaines choses que tu fais automatiquement, sans réfléchir en fait, tous les jours. Non, moi je laisse la journée venir comme elle. La seule chose que je fais, c'est que le matin, en fait, bah, je vais dire le matin, mais c'est plus le soir en fait. Je vais regarder les rendez-vous que j'ai pour le lendemain, ma journée du lendemain, comment elle est planifiée. Et du coup, le matin, je regarde et je me dis, bah voilà, aujourd'hui j'ai ça de prévu. Je regarde quel temps libre je vais avoir. Et en fonction du temps libre, je vais adapter. Je vais trouver des choses à faire pendant mon temps libre.
puisque en fait j'ai pas de choses bien définies, comme on peut appeler des to-do list ou des accessoires. J'ai chez moi 3 petits cahiers, donc sur mon bureau, donc pour les choses qui ont vraiment à court terme, moyen terme et long terme. D'accord. Donc c'est en fonction de ça, quand je vais avoir du temps libre, donc le court terme, de toute façon c'est pas de temps libre, il faut le planifier, donc c'est lui je l'ouvre et je regarde si j'ai des choses à faire. Si j'ai des choses à faire, systématiquement, vu que c'est du court terme, ça va faire tout de suite. Donc ça peut être une prise de mandat, un rendez-vous, un appel téléphonique, voilà, il va y avoir des choses à faire, donc ça va à faire tout de suite. Si je vois que du coup mon petit cahier de choses à faire rapidement est vide, je vais ouvrir soit le moyen terme ou le long terme, et je veux dire, bah ouais, tiens, sur le moyen terme, je dois faire des visuels pour les réseaux, j'ai ça à faire, je voulais encore m'approfondir sur un thème bien particulier. Donc je me dis, bah aujourd'hui, voilà, là j'ai 2 heures de libre, bah, je vais consacrer ces 2 heures à cette partie-là. Et après, bah pareil, le long terme, c'est plus sur comment dire, sur le long terme, d'utiliser quelques minutes, quelques heures par jour pour aller faire ces tâches-là. Est-ce que tu as des croyances qui te poussent, qui t'aident pour être motivé, pour travailler plus ou pour avoir la chance et oser faire des choses? Pour moi, mon activité, c'est de l'immobilier. Donc je me dis, tant qu'il y a des ventes, je regarde ce qui se passe à côté, tant qu'il y a des ventes, tant qu'il y a des achats, tant qu'il y a des maisons qui rentrent, que ce soit même pas forcément chez moi, chez les concurrents, chez mes collègues. Et donc je me dis que l'activité est encore présente. Donc tant que l'activité est encore présente, bah, ça me motive toujours de continuer, d'avancer, d'aller chercher, d'aller trouver le nouveau client, toujours pareil, ma liste chaude, relancer mes collègues, relancer mes amis, relancer mes connaissances, leur dire oubliez, je suis toujours là. Hein. C'est pareil, après on nomme un peu, pour ceux qui me connaissent réellement, le distributeur de cartes. Parce qu'en fait je donne des cartes de visite à tout le monde, tout le temps, systématiquement. Dès que j'ai un rendez-vous, je parle d'immobilier, je parle de notre système de rémunération d'apporteur d'affaires, qui aujourd'hui est quelque chose qui marche quand même bien. Hein. Parce que c'est vrai, quand on dit à un client, bah voilà, t'as juste à tendre l'oreille. Si tu connais quelqu'un qui vend ou qui veut mettre en vente, n'hésite pas, tu me le mets en relation. Si je vends sans bien, je te rémunère sur mes honoraires. Avec des paniers moyens entre 300, 500, qui montent jusqu'à 700 €, voire plus, parce que c'est un pourcentage de nos honoraires. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses en fait qui font que du coup aujourd'hui, je pars du principe que moi, tant qu'il y a de la vie dans l'immobilier, je reste motivé. Super, un très bon mentalité d'un entrepreneur, donc merci. Je te propose 3 minutes de coaching avec moi, tout de suite, voilà, et puis à l'issue, on va continuer. T'es d'accord? Ça marche, et pas de souci. Cédric Duval, sur une échelle de 0 à 10, quel est ton niveau de confiance en toi? Sachant que 0, c'est rien du tout, et 10, c'est le maximum, et où tu te sens vraiment un roi. Très compliqué, parce que comme je t'ai dit, je me remets en cause tout le temps pour continuer à évoluer. Donc je dirais 5 en ma croyance et peut-être 7 ou 8 au paraître, parce que le paraître est très important. Comment tu peux expliquer ce chiffre? Je pense que c'est de l'investissement. C'est de l'investissement, c'est du travail de fond, c'est d'être disponible pour nos clients, pas s'arrêter au simple au simple travail de conseiller en immobilier. C'est toujours être présent pour ses clients, proposer plus, être présent en cas de problème, en cas de... Voilà, d'être toujours disponible, réactif pour ses clients. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour augmenter ce chiffre de 5 à 7? Toujours pareil, approfondir mes connaissances. Je pense que c'est plus un problème personnel où j'ai besoin de maîtriser mon sujet. Cédric Duval, demain. J'espère, toujours pareil, hein, j'espère me voir demain, toujours dans l'immobilier, toujours avoir des bons résultats et continuer à accompagner mes clients, toujours être proche de mes collègues, voilà, toujours avoir le sourire, hein, c'est important, et toujours, ce que je pense qui est important, travailler avec plaisir. Merci Cédric. Je te remercie. Voilà, nous avons donc terminé notre podcast. Je voulais juste dire un grand merci vraiment pour être venu. Je sais qu'avec ton emploi du temps, avec double emploi, avec 2 enfants, c'est pas facile. Et donc tu es venu ici, et en plus il n'est pas venu seul. Donc il y a un petit cadeau pour vous, nos leaders. Donc, je vous demande de
partager votre outil de planification, comment vous planifiez, hein, quels sont les outils que vous utilisez. Mettez tout ça dans les commentaires et partagez les vidéos, c'est très important. Et à la fin, on va voir en fait le commentaire le plus pertinent. Et donc Cédric, il a un cadeau, c'est un livre sur le développement personnel, mais qui est basé sur une pointe d'humour. Donc ça s'appelle un esprit bof dans un corps pas ouf. C'est parce qu'on doit toujours être, on nous dit d'être toujours au meilleur de nous-mêmes. Et en fait, c'est démontré qu'il faut apprendre et il faut être conscient de toujours dans l'humour, d'accepter ses défauts, ses qualités, et travailler avec et de continuer justement comment faire avec nos qualités, nos défauts pour continuer à évoluer personnellement. Super, vous voyez, vous avez une grande chance d'obtenir ce livre. Un livre, c'est toujours un meilleur cadeau pour moi, en tout cas. Voilà, donc vous avez les chances de participer et de gagner ce livre. Je vous dis merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Et bye bye, à la prochaine. Merci Cédric. Merci Sultan.